Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter, au nom de BMC Capital Bourse et de BMC Capital Global Research, la bienvenue à notre première rencontre dans le cadre du cycle des webinaires 2023 de BMC Capital que nous espérons nombreux et riches en débats. Un grand merci à vous d'avoir été nombreux à répondre à notre invitation pour ce webinaire dont la thématique porte indiscutablement sur le sujet du moment, à savoir quel pourrait être l'impact de la hausse des taux sur l'activité des principaux secteurs cotés à la bourse de Casablanca. Pour y répondre, les experts de BMC Capital Global Research se sont mobilisés pour vous apporter leur angle d'approche sur la question, espérant susciter une forte interaction de votre part. Notre panel d'aujourd'hui se compose, honneur aux dames, de Dounia Filali, Khadija El-Moussili, Wiham Rhali et Lamia Jbour. Pour ma part, je vais en assurer la modération. Dounia, peux-tu s'il te plaît nous mettre dans le bain du sujet? Merci Hicham, bonjour à tous. Donc aussi un tableau des problématiques avec lesquelles il y en a trois qui risquent d'être également un peu complexes. L'inflation. Donc pour rappel, le Maroc a fini l'année 6%. Et je le rappelle, c'est le niveau le plus élevé qui a été enregistré des conséquences du conflit russo-ukrainien qui a attisé la flambée des cours des matières énergétiques, des produits alimentaires, mais qui a également eu un impact négatif en termes d'effet de change sur les produits importés. Et donc, du coup, on a connu également une inflation importée à cause de cela. Donc, même si l'inflation devrait commencer à ralentir sous l'effet du resserrement des politiques monétaires marocaines et surtout internationales, son retour à des niveaux davantage normatifs pour que le mécanisme de transmission fasse son effet. Alors, en attendant cette hausse généralisée des prix à devoir et devrait continuer à affecter l'économie marocaine en 2023, la demande interne, notamment en raison de la perte du pouvoir d'achat des ménages. Ça, c'est un point très important que nous allons aborder un peu plus en profondeur dans quelques minutes. On a également ce ralentissement de la consommation qui pourrait pousser les entreprises à réduire leur production pour s'adapter au final à la demande, et on va devoir assister à une baisse du taux d'utilisation des capacités de production et au final à un tassement des marges des sociétés vu que les fixes ne pourront pas profiter des économies d'échelle. En parallèle, et compte tenu des différentes problématiques de financement, les entreprises vont devoir également reporter, voire même annuler certains financements en attendant une période plus propice et un meilleur momentum, tant en termes d'opportunités, en termes de contexte économique que de conditions de financement. Donc enfin, en termes de finances publiques, le risque est au final d'assister à un alourdissement des charges de compensation qui est un risque qui est toujours présent, même si le niveau de 2022, en dehors de celui de 2012, qui était exceptionnellement élevé. Quelle belle année 2025 de ces exceptions. Donc, en de cette inflation historique, c'est la baisse du pouvoir d'achat, surtout dans le pays comme le Maroc, qui commence tout juste à observer
Mesdames et messieurs, nous sommes désolés pour cette interruption indépendante de notre volonté. Nous sommes en train de résoudre quelques petits problèmes techniques et nous allons reprendre dans quelques minutes. Restez avec nous. Merci. Mesdames et messieurs, rebonjour. Encore une fois, nous sommes désolés pour cette interruption. Dounia, s'il te plaît, tu peux reprendre? Bonjour à tous, merci Hicham, encore une fois, désolée pour cette interruption. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit, je vais commencer par brosser un tableau des différentes problématiques avec lesquelles l'économie marocaine va devoir composer en 2023. Donc le premier point qui est l'un des plus cruciaux, c'est bien sûr celui de l'hyperinflation. Donc on rappelle rapidement que le Maroc a fini l'année sur un taux d'inflation moyen de 6,6%. C'est vraiment le niveau le plus élevé enregistré au Royaume depuis 1984, c'est-à-dire plus de 30 ans. Comme l'ensemble des économies mondiales, c'est normal, le Maroc a subi de plein fouet les conséquences du conflit russo-ukrainien qui a attisé la flambée des cours des matières énergétiques, des produits alimentaires, mais également a eu un impact en termes d'effet de change sur les produits importés et au final sur les prix payés pour les produits importés au Maroc. Donc, même si cette inflation, on est d'accord, devrait commencer à ralentir sous l'effet du resserrement des politiques monétaires tant marocaines, mais surtout internationales, son retour à des niveaux d'avantages normatifs devrait prendre plusieurs mois. Et au final, c'est le temps nécessaire pour que le mécanisme de transmission entre les politiques monétaires et l'économie réelle fasse son effet. En attendant, cette hausse généralisée des prix va continuer d'impacter en 2023 l'économie marocaine, avec déjà d'un côté une baisse attendue de la demande interne, notamment en termes de pouvoir et de perte de pouvoir d'achat des ménages. C'est un point d'ailleurs très important qu'on va aborder un peu plus loin, un peu plus profondément. On a ce ralentissement, comme je l'ai dit, de la consommation qui va devoir et qui risque d'impacter, de pousser les entreprises à réduire leur production au final pour s'adapter à une demande qui est en baisse. Et donc, en fait, cette baisse, justement, de la production devrait induire une baisse du taux d'utilisation des capacités de production et au final, un tassement des marges des sociétés qui vont devoir répartir, justement, leurs marges fixes sur un volume beaucoup moins élevé, donc ne vont pas profiter des avantages des économies d'échelle, on va dire. En parallèle, et compte tenu de ces problématiques de financement, on a des entreprises qui vont devoir également reporter, voire même dans certains cas annuler certains investissements prévus en attendant une période plus propice, un meilleur momentum, tant en termes de conditions de financement que de conditions économiques. Et au final, par rapport aux finances publiques, le risque, c'est d'assister à un alourdissement des charges de compensation. Donc, c'est un risque qui reste toujours présent, même si le niveau de 2022, en dehors de celui de 2012, qui était encore une fois une année exceptionnelle, ressort des plus élevés sur les 20 dernières années. Donc, c'est une année 2023 avec énormément d'exceptions et qui risque d'être un peu plus compliquée qu'attendue. Une constance les plus inquiétantes au final de cette inflation historique, c'est la baisse du pouvoir d'achat, surtout dans un pays comme le Maroc qui commence tout juste à observer l'essor d'une classe moyenne, l'émergence d'une classe moyenne qui généralement, surtout pour les économies émergentes, est considérée un peu comme le moteur et comme le dynamo de l'économie. Et donc, on assiste en fait, on a un spectre d'une paupérisation de cette classe moyenne qui est bien présent. Elle a déjà fait face à la crise consécutive,
déjà un Covid-19 qui a fortement déstabilisé des franges entières de la population. 2022, compliqué, avec une sécheresse historique qui, cette fois-ci, a énormément impacté les milieux ruraux et de façon indirecte également les milieux citadins, et les conséquences que nous connaissons, qu'on a déjà citées, des tensions géopolitiques. Donc, conséquences, c'est simple, les ménages ont dû puiser pour ceux qui en avaient dans leur épargne, et les autres ont dû avoir recours à un endettement pour garder ne serait-ce que la tête hors de l'eau. Donc, on a ainsi constaté une hausse non négligeable, voire dangereuse du taux d'endettement des Marocains. Et cette situation, elle a induit une importante perte de pouvoir d'achat qui devrait se poursuivre en 2023 et qui va, au final, occasionner une décélération de la consommation qui devrait même être redirigée vers des biens et des services de première nécessité, vu que dans un premier temps, le plus important pour les ménages, c'est déjà de survivre. Donc, par conséquent, on a un bon nombre de ménages, de personnes qui vont devoir reporter cette décision d'investissement et leur décision d'investissement de façon générale. Et c'est en particulier pour les biens durables, c'est-à-dire tout ce qui est logement et tout ce qui est, par exemple, industrie, biens automobiles ou voitures, pour la simple raison qu'on a un double impact, déjà une perte de pouvoir d'achat et d'un autre côté, une hausse des taux de façon générale. Donc, pour remédier à cette situation, effectivement, on a un gouvernement qui a été là, qui a été réactif, en tout cas pour la partie concernant l'inflation. Là, on a la Banque qui a, pour rappel, procédé à un resserrement de sa politique monétaire dès le mois de septembre 2022, avec une double hausse des taux, une en septembre et une en décembre, de 50 à 50 points de base. Ça a été certes quelques mois après ces principaux homologues, juste le temps justement d'observer et de pouvoir agir de façon plus prudente. Donc, et ce nouveau ton au cliché, on l'attendait de la part de on le savait, en tout cas la majorité des banques centrales ont procédé justement à ce resserrement, à ce tour de vis de leur politique monétaire, et finalement ça a quand même déstabilisé les marchés financiers, notamment obligataires, en raison du manque de visibilité quant à l'évolution future des taux. On ne sait pas si au niveau du mois de mars, ça va être une hausse de 25, est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas, il y aura une dégradation de cette hausse des taux, est-ce qu'on va temporiser? Bref, il y a énormément d'incertitudes par rapport à l'évolution des taux futurs qui a énormément impacté le marché obligataire. Donc, de façon plus concrète, ces hausses des taux devraient augmenter effectivement le coût de financement des ménages, des prix. Donc, on va ralentir la dynamique d'investissement, vu que son objectif principal, au final, c'est de freiner cette inflation, c'est de la mettre un peu sous contrôle. Mais la grande problématique, c'est celle que rencontre l'ensemble des banques centrales, c'est de pouvoir contrôler la façon de la ralentir, de la ramener à des niveaux davantage normatifs, tout en assurant en parallèle un atterrissage en douceur de l'économie sans qu'on rentre dans un cycle de récession. Et enfin, le dernier point, effectivement, le Maroc fait partie d'un tout. On est une économie connectée dans un monde globalisé, dans un monde justement intra et ultra connecté. Donc, le contexte international va continuer d'influer sur l'économie nationale. Malheureusement, selon les observateurs, on a un conflit russo-ukrainien qui ne devrait pas trouver une issue à court terme, en 2023, et ça va devoir continuer à impacter le cours des matières premières, ça va continuer à justement avoir un impact sur la volatilité des devises, avoir des impacts similaires à ceux qu'on a connus en 2022, et ça va continuer à toucher ces économies européennes qui sont les plus durement affectées par ce conflit qui atteint leur continent. Donc, au final, on a ça d'un côté, et d'autre part, on a une inflation qui, tant qu'elle ne sera pas jugulée, ce qui, je le rappelle, devrait prendre dans le meilleur des cas plusieurs mois, les banques centrales mondiales vont devoir conserver ce ton faucon, poursuivre la hausse de leur taux directeur jusqu'à ce qu'on puisse justement atteindre un taux d'inflation cible qui généralement est autour des 2%. Donc, par conséquent, on va avoir un Maroc qui va avoir de plus en plus de mal à se financer à l'international, compte tenu de l'augmentation croissante des taux. Et à cet ensemble de l'activité économique, on a les secteurs cotés qui vont devoir dealer quelque part en 2023 avec ces différents éléments conjoncturels qui sont complexes et qui vont devoir notamment justement faire face à cette problématique qui est centrale justement pour l'économie, d'où le fait de l'avoir mis dans le centre de notre webinaire qui est la hausse des taux, sachant qu'au niveau du marché action en tout cas, même si en mars prochain, le prochain relèvement se limite à 25 mois de base, ça ne devrait pas, toute chose étant bien sûr égale par ailleurs, impacter davantage le marché parce que c'est déjà pricé quelque part, cette hausse a déjà été pricée dans les cours actuels. Donc, si on peut voir au niveau de la slide suivante, on a essayé quand même de faire l'exercice, on a recensé l'ensemble des secteurs
de la Bourse de Casablanca et on les a classés en partant de ceux qui seront le moins impactés par cette conjoncture particulière, à savoir tout ce qui est mines, pharma, tout ce qui est gaz, électricité, qui sont, comme on l'a dit, des biens de première nécessité, vers justement les activités qui sont les plus touchées. Donc, il y a 3 secteurs justement qu'on a d'ailleurs mis en valeur au niveau de la présentation et qu'on a décidé justement, sur lesquels on a décidé de focaliser notre attention et d'approfondir l'analyse. On a les banques, bien sûr, compte tenu de leur importance capitale dans le rouage économique, et également, bien sûr, du fait qu'elles sont directement impactées par tout ce qui est taux. Et finalement, l'immobilier et la distribution automobile, compte tenu de leur lien avec la dynamique de crédit, mais également, étant donné justement le fait que ce soit des biens de consommation qui sont durables. Donc, après avoir fait ça, merci Dounia. Bonjour tout le monde. Alors justement, qui va vous de présenter par la nature de son activité, le secteur bancaire devrait être naturellement impacté par la hausse du taux directeur, particulièrement sur le volet produits nets bancaires. Donc, comme vous le savez, le PNB est composé de la marge d'intérêt, du résultat sur opération de marché et de la marge sur commission. Donc, durant cette présentation, nous allons faire un focus sur la marge d'intérêt et sur le résultat sur opération de marché, en raison justement du lien étroit qui existe entre l'évolution du taux directeur et l'évolution de ces deux composantes. Donc, je vous propose de commencer par le volet marge d'intérêt, qui constitue l'essentiel du PNB, soit une part de 70% à fin 2021. Donc, selon nos constatations, mais selon aussi ce qui a été rapporté dans la presse, le taux débiteur moyen global ressent une hausse de 26 points de base au TK 2022 à 4,5%, donc comparativement au T3, ce qui nous laisse justement penser que les banques auraient déjà commencé à répercuter, même de façon partielle et légère, la hausse du taux directeur sur les taux d'intérêt. Donc, dans le détail, comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est une évolution qui a concerné principalement une augmentation de 38 points de base des comptes débiteurs et crédits trésorerie, de 26 points de base des crédits à l'équipement et de 15 points de base des prêts immobiliers. Et c'est aussi une hausse qui devrait se poursuivre en 2023, tout en dépendant de plusieurs facteurs, dont l'appréciation du risque. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est une démarche qui devrait se faire de manière progressive, en raison justement d'une rude concurrence sectorielle, mais aussi d'une décélération attendue au niveau de la demande de crédit. Donc, après ce rapide état des lieux, je vous propose de passer à l'impact à hausse du taux directeur sur les deux éléments qui constituent la marge d'intermédiation d'une banque, donc à savoir le coût de refinancement et le taux de rendement. Donc, je vais commencer par la partie refinancement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les ressources des banques de notre scope sont constituées essentiellement de dépôts de la clientèle, donc une part de 65% dans le total. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, par établissement, Crédit du Maroc et Tijari affichent les parts les plus importantes en termes de dépôt. Pour leur part, les dettes envers les établissements de crédit et les titres de créance émis représentent près de 35% du total des ressources. Donc, ces deux volets devraient être automatiquement touchés par la hausse du taux directeur, donc, notamment les titres de créance émis. Pourquoi? Parce que leur rémunération est indexée sur celle des bons du Trésor. Et donc, forcément, les banques ne disposent pas d'une marge de manœuvre pour atténuer l'augmentation attendue du coût de refinancement de ce type de ressources. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que BCP présente la particularité de ne pas détenir de titre de créance émis, ce qui pourrait éventuellement réduire la hausse anticipée de son coût de refinancement. Alors, nous allons maintenant faire un focus sur les dépôts de la clientèle, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, représentent l'essentiel des ressources des banques. Donc, la part des dépôts rémunérés dans le total dépôt se limite à 25%. Pour CIH Bank, par exemple, elle s'établit à 36%. Donc, c'est un niveau qui est supérieur à la moyenne sectorielle, ce qui dénote d'une sensibilité relativement élevée de la banque à la hausse du taux directeur. Dans le détail, les dépôts rémunérés sont constitués à hauteur de 54% de comptes d'épargne et de 46% de dépôts à terme. Donc, je vais commencer avec les comptes d'épargne. Donc, la rémunération des comptes d'épargne serait réglementée et basée sur celle des bons du Trésor, ce qui veut dire que le coût de refinancement de ce type de ressources devrait être inévitablement renchéri. Contrairement aux comptes d'épargne, les banques disposent d'une marge de manœuvre en matière de rémunération des dépôts à terme. Donc, apparemment, elles détiennent un pouvoir de négociation assez important qui pourrait leur permettre de limiter l'impact de la hausse du taux directeur
sur le coût de refinancement de ce type de dépôt, notamment pour la clientèle des particuliers qui représente d'ailleurs 50% des DAT. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une grande partie des DAT serait détenue par les MRE et sur une période de 12 mois, ce qui veut dire que la rémunération de ces produits n'est revue qu'à leur date d'anniversaire et ce qui laisse aussi le temps aux banques de renouveler leur encours de crédit à des taux qui sont beaucoup plus élevés. Donc, j'enchaîne avec la partie rendement de crédit. Donc, comme vous le savez, il existe deux grandes catégories de crédits. Donc, les crédits aux particuliers et les crédits aux entreprises. Donc, je vais commencer par les crédits aux particuliers. Donc, les taux d'intérêt relatifs à ces crédits, qui représentent d'ailleurs près de 35% de l'encours global, devraient connaître une hausse moyenne comprise entre 20 et 30 points de base. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces crédits sont constitués à hauteur de 63% de crédits immobiliers, dont la majorité aurait été octroyée avec des maturités qui sont longues, donc de 15 à 20 ans, mais aussi à taux fixe, ce qui peut justement limiter l'impact positif de la répercussion de la hausse du taux directeur sur le rendement. Donc, c'est-à-dire que l'augmentation qui est attendue des taux relatifs au crédit immobilier devrait à peine permettre de créer un équilibre entre le stock qui avait été octroyé à des taux élevés il y a quelques années et la production qui a été réalisée à des taux qui sont plus bas. Donc ça, c'est par rapport aux crédits aux particuliers. Concernant les crédits aux entreprises, le processus de répercussion de la hausse du taux directeur pourrait être un petit peu plus compliqué, notamment pour les grandes entreprises. Donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt devraient être négociables en fonction des profits des emprunteurs. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact de la hausse du taux directeur sur la marge d'intérêt devrait différer d'une banque à l'autre, dépendamment de la structure de ses dépôts et de ses crédits. Par exemple, une banque qui dispose d'une clientèle atomisée, d'une exposition qui est relativement faible en termes de refinancement via les marchés financiers et dont les ressources sont constituées essentiellement de dépôts non rémunérés, elle pourrait constater une amélioration de sa marge d'intérêt. Par contre, une banque qui présente une part relativement élevée de dépôts rémunérés, notamment de comptes d'épargne, et qui est fortement présente sur les marchés financiers en termes de refinancement, pourrait constater un décalage important entre l'évolution du rendement de ses actifs et l'évolution du coût de la ressource, ce qui peut conduire à une décélération ou même à une baisse de sa marge d'intérêt. Ça, c'était pour la partie marge d'intérêt. Donc, je vous propose de passer maintenant aux résultats sur opération de marché, qui constituent près de 15% du PNB des banques de notre scope à fin 2021. Donc, contrairement à la marge d'intérêt, les banques ne disposent pas de marge de manœuvre suffisante pour limiter les effets de la hausse du taux directeur sur les activités de marché. Donc, dans ce sens, la hausse des taux sur le marché obligataire devrait engendrer une valorisation à la baisse du portefeuille de titres, ce qui devrait entraîner un repli du résultat des opérations de marché. D'ailleurs, c'est une baisse qui a déjà été amorcée en 2022, donc avec un repli de près de 30% du résultat sur opération de marché des banques cotées à fin septembre 2022 et qui pourrait se poursuivre aussi en 2023 dans un contexte de poursuite de la hausse des taux, notamment pour les grands groupes bancaires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dégradation qui pourrait être compensée partiellement par la bonne tenue de l'activité de change et qui peut aussi constituer un potentiel futur de gain une fois la hausse du taux directeur constatée et les portefeuilles revalorisés. Donc ça, c'était pour le résultat sur opération de marché. Je vous propose de clôturer cette partie avec une synthèse qui reprend les principaux éléments qui ont été présentés. Donc, premier élément à retenir, l'impact de la hausse du taux directeur devrait différer d'une banque à l'autre en fonction de la composition des dépôts et des crédits de chaque établissement. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'impact pourrait aussi bien être positif que négatif, dépendamment de la structure bilancielle de la banque, mais aussi de sa gestion ALM. Deuxième point, le résultat sur opération de marché devrait certainement afficher une baisse en raison de la hausse du taux directeur parce qu'effectivement, il s'agit d'un impact subi que les banques ne peuvent pas contrôler. Troisième élément, le risque lié au taux d'intérêt ne semble pas inquiéter outre mesure les opérateurs du secteur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres problématiques qui se posent pour les banques, donc à savoir la décélération attendue du crédit. D'ailleurs, Banque El Mghreb table sur une croissance de 3,3% en 2023 contre 7,6% en 2022. Et c'est une décélération qui devrait s'expliquer par la réduction de la capacité d'endettement des ménages, mais aussi par le report des décisions d'investissement des entreprises. Donc, de cet exercice, il ressort que dans ce contexte de hausse de taux, le risque de taux serait moins problématique pour les banques parce qu'effectivement, c'est leur métier.
que, par exemple, le coût du risque, qui pourrait afficher une hausse en 2023 en raison de la situation économique. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines banques qui disposent d'un matelas de provision très confortable et qui devrait leur permettre d'absorber les conséquences d'une éventuelle hausse des créances en souffrance. Donc voilà, c'est tout pour les banques. Je laisse la parole à Wiham qui va vous présenter le secteur de l'immobilier. Merci Khadija. Alors bonjour à tous. Donc maintenant, un cap sur le secteur immobilier marocain qui vit une situation assez complexe et qui peine à redresser la pente. Déjà, il faut dire que la situation n'était pas reluisante alors que les prémices d'une année 2023 dure se profilent davantage, aussi bien du côté des promoteurs immobiliers que du côté des ménages futurs acquéreurs qui se heurtent à la fois à des facteurs endogènes, mais aussi à des facteurs exogènes que nous aborderons donc par la suite. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur la slide, depuis 2022, les promoteurs immobiliers font face à deux problématiques principales. La hausse des coûts du foncier et la hausse des prix et des coûts des matériaux de construction, qui augmentent donc de facto le coût de revient. Donc, pour les matériaux de construction, il a noté qu'on a eu une montée en flèche qui s'élève à plus de 190% pour le verre, plus de 60% pour le cuivre, plus de 50% pour l'aluminium, plus de 25% pour le bois. Ce qui aurait mis en difficulté, et ça a été le cas, on a attesté de cela, de plusieurs entreprises immobilières et plusieurs promoteurs. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, la direction de la promotion immobilière a enregistré ou est ressortie avec des statistiques selon lesquelles on a eu une amélioration assez timide de la production immobilière de 2,1% à 111 000 unités d'habitation contre 108 000 unités une année auparavant, d'une part, et d'autre part, on a eu aussi des mises en chantier dans le secteur qui ont été en repli d'environ moins 13% à 97 000 unités d'habitation au terme du SN de l'année 2022. Donc, toujours sur la même slide, comme vous pouvez le voir, les ménages, cette fois-ci, pour leur part, ont fait face à deux problématiques, je dirais. D'abord, une baisse du pouvoir d'achat et une difficulté d'accès au crédit. Alors, il faut savoir, en commençant par le pouvoir d'achat, qu'on a une dégradation de la capacité d'achat, donc des futurs acquéreurs appelés dans le jargon immobilier les primo-accédants, qui les poussent à reporter leur décision d'acquisition des biens immobiliers en réorientant en fait leur consommation vers des biens primordiaux, des besoins de première nécessité. Et au T4 2022, d'ailleurs, dans ce siège-là, une enquête du HCP ressort qu'environ, et là c'est important de mettre le point dessus, 83% des ménages déclarent une baisse de leur niveau de vie au cours des 12 derniers mois de l'année, impactant ainsi leur décision d'achat de biens durables. Et plus précisément, il faut noter que près de 80% des ménages, contre 10% seulement, considèrent le moment vraiment inopportun pour un tel investissement. D'ailleurs, l'indice de confiance des ménages, pour information, recule d'environ moins 24% à 46 points au T4 2022. Alors, d'autre part, toujours sur la même slide, une seconde problématique qui est relevée du côté des acquéreurs, donc les ménages, et qui renvoie à leur difficulté d'accéder au crédit du fait de leur taux d'endettement critique. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en ressort avec le constat que même quand la volonté d'acheter est favorable et elle est présente, le refus d'octroi des crédits par les banques entrave l'investissement des ménages. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir donc, dans la slide, une problématique qui s'applique aux deux parties prenantes du secteur immobilier, à savoir les promoteurs immobiliers et les ménages ou futurs acquéreurs, et qui est celle de la hausse des taux. Elle impacte donc les deux parties prenantes, et pour commencer par les opérateurs, l'augmentation des taux des crédits de trésorerie à court terme dans le sillage de la hausse du taux directeur augmente de facto le coût de financement. Et pour les crédits d'investissement à taux variable des promoteurs immobiliers, ils augmentent également, c'est ce qui justifie ce qu'on a pu voir ou ce qu'on vit, à savoir la stratégie de diversification géographique de plusieurs opérateurs. Et là, je cite Doha, je cite Résidence Al-Saada ou encore Alliance Développement Immobilier. Pour leur part, les ménages, face à cette problématique de la hausse des taux, se heurteront certainement à une révision à la hausse de la traite de leurs crédits, pour les crédits qui sont bien sûr contractés à taux variable. Et je tiens à préciser, et c'est important de souligner, que 20% des acquéreurs ont des crédits à taux fixe, pendant que 80% ont des crédits à taux variable. Donc voilà, après avoir abordé les problématiques relatives au secteur immobilier, aux promoteurs d'une part et aux ménages d'autre part, il est important de citer la problématique ou la réalité selon laquelle les deux parties prenantes font face à un retard pris par les pouvoirs publics dans l'adoption du décret d'application des nouvelles incitations pour le secteur qui sont dédiées et qui sont prévues dans la loi de finances 2023. À date, aucune clarification n'a été donnée quant aux deux produits subventionnés que propose l'État, à savoir les logements économiques attendus à 300 000 dirhams
ou encore les logements destinés à la classe moyenne à 600 000 dirhams et qui, selon ce qui est prévu pour les deux cas, seraient des octrois ou une aide directe qui est octroyée donc, aux ménages. Donc voilà, au vu de ces problématiques qui ont été citées auparavant et qui concernent le secteur immobilier, et comme illustré sur la slide, on a des conséquences sur le secteur et qui sont tout d'abord une réorientation de la demande. Vers quoi? Vers la location et vers l'immobilier secondaire ou le marché de seconde main. C'est vrai que la situation post-pandémique a poussé plusieurs ménages à mettre leur maison secondaire, entre autres, en location, pour pouvoir assurer, in fine, une source de revenus supplémentaire, ce qui a augmenté l'offre du secteur, contribué à la baisse des prix et donc joué favorablement en faveur du report de décision de l'investissement des acquéreurs. Et parallèlement, l'orientation vers le marché immobilier secondaire ou le marché de seconde main se trouve corroborée par les derniers chiffres de l'IPAI pour le troisième trimestre de l'année 2022, à environ 1,3% en glissement annuel. Et la hausse des transactions, toujours marché de seconde main, est estimée à près de 45%, en liaison avec l'augmentation principalement de 61% des ventes de biens résidentiels, de 20% des terrains, 11% pour les biens à usage professionnel. Donc, en fait, on en vient à dire et on conclut que cet effet d'éviction des ménages vers les biens de seconde main, vers l'immobilier secondaire, s'explique par trois facteurs. La visibilité, le risque maîtrisé et la capacité de négociation directe de ces biens d'occasion avec l'acquéreur. Alors, enfin, il semblerait, et je mettrai aussi le point sur cela, que plusieurs promoteurs immobiliers, plusieurs opérateurs ont redimensionné leurs projets et ont mis en arrêt différents chantiers compte tenu du manque d'engouement qu'on vit des acquéreurs courant 2022. Et en effet, donc, des statistiques ressortent, ou plutôt une chute des dépôts d'autorisation de construction, les mises en chantier aussi qui sont en recul, et selon la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, on recule à peu près au moins 50%. Donc, je tiens à rappeler que cette tendance baissière que vit le secteur immobilier est illustrée également par les ventes des ciments. Un ralentissement du marché des ciments avec des écoulements qui sont en dépréciation de près de 11% sur les 12 mois de l'année 2022. Et ça se poursuit et ça se confirme toujours à fin janvier 2023 avec une vente des ciments qui se dégrade d'environ moins 6% à 1 million de tonnes. Donc voilà, finalement, donc on passe à la dernière slide qui concerne ce secteur. Et comme vous pouvez le voir, la slide illustre ou reprend ce qu'on vient d'aborder, à savoir l'évolution du taux débiteur des crédits immobiliers, à savoir la production globale et les mises en chantier, la variation du nombre de transactions sur le marché immobilier de seconde main et la variation de l'IPAI en glissement donc, annuel. Ce sera tout pour le secteur immobilier. Maintenant, passons à la distribution automobile avec la MIA. Merci, Wiam. Bonjour à tous. Donc, après avoir passé en revue l'impact de la hausse du taux sur le secteur bancaire et le secteur immobilier, nous allons nous pencher à présent sur le secteur de la distribution automobile. Donc, nous commencerons tout d'abord par les statistiques de l'EVAM qui confirment la clôture dans le rouge du marché automobile marocain sur l'année 2022, avec un glissement annuel, une contraction de 8% des ventes pour un total de 161 000 véhicules écoulés par les concessionnaires et distributeurs après le bond enregistré de plus de 32% post-pandémie en 2021. Le trend baissier s'accentue encore une fois au niveau des chiffres publiés des ventes auto du mois de janvier 2023, qui ressortent en baisse de près de 9% par rapport au mois de janvier 2022. Il est clair que le secteur fait face à plusieurs problématiques depuis la crise sanitaire que nous détaillons sur notre slide. Donc, en premier lieu, les concessionnaires se trouvent toujours confrontés aux perturbations de l'approvisionnement liées aux complications de la chaîne de production mondiale, toujours pas réglées. En effet, l'activité dans les usines d'assemblage automobile est au ralenti un peu partout dans le monde en raison de la pénurie historique et durable des matières premières indispensables à l'industrie et qui concernent d'une part les matériaux bruts que sont le métal, l'acier, le plastique, mais aussi les composants électroniques essentiels tels que les semi-conducteurs ou les puces informatiques. S'ajoute à cela le risque de change auquel sont exposés les concessionnaires automobiles, vu que le gros des ventes est en build-up importé, bien sûr, et réglé en devises. La conséquence directe de ces éléments serait l'augmentation du prix moyen des véhicules qui coûte en moyenne 60 000 dirhams de plus qu'en 2019. En 2022, le prix moyen du véhicule a atteint 295 000 dirhams contre 252 000 dirhams en 2021 et 244 000 dirhams en 2020.
une hausse additionnelle du prix moyen des véhicules neufs de 15% serait attendue par les professionnels en 2023 pour atteindre un prix moyen de 340 000 dirhams. En second lieu, le pouvoir d'achat du consommateur aurait enregistré un net recul de près de 2% contre une amélioration de 5% enregistrée en 2021, suite à une augmentation des prix à la consommation qui reste plus élevée que celle du revenu disponible brut. Selon l'enquête annuelle de Banque El Maghreb, les crédits à la consommation qui représentent près de 35% de la dette globale des ménages seraient le deuxième motif d'endettement des particuliers. Dans le détail, les prêts personnels représentent 70% des crédits accordés. Le crédit automobile arrive en deuxième position avec une part de 14%, contre 11% pour les crédits à l'équipement domestique et 4% pour les cartes. Ainsi, la baisse du pouvoir d'achat combinée à la hausse du taux directeur des ménages impliquerait la baisse du taux d'acceptation des demandes des crédits. Enfin, la hausse des taux d'intérêt devrait indéniablement peser davantage sur la demande en 2023 et avoir un impact direct sur les différentes parties prenantes du marché, notamment les distributeurs, les fabricants, les concessionnaires et les consommateurs. Selon les derniers chiffres publiés par Banque El Maghreb, le taux des crédits à la consommation ressort en quasi-stagnation au T4 2022 à 6,40% versus les 6,39% au T3 2022. Donc, en tenant compte d'une seule hausse du taux directeur, les taux des crédits automobiles devraient enregistrer une hausse de 25 points de base en 2023 pour s'établir à 6,65%. Donc, à travers la déclinaison des problématiques impactant le marché automobile, on peut conclure que la contraction de la demande enregistrée devrait perdurer dans un contexte macroéconomique compliqué, puisque les ménages devraient choisir entre prolonger la durée de vie de leur véhicule dans l'absence de promotion sur le marché du neuf ou s'orienter vers le marché de l'occasion qui répond parfaitement à la demande des ménages avec des prix plus accessibles. Selon le ministère du Transport et de la Logistique, le nombre de mutations des véhicules d'occasion s'est amélioré de 1,5% en 2022 pour atteindre un volume de 627 000 unités mutées après le bond de 25% enregistré à fin 2021. Donc, en 2023, le secteur de la distribution automobile devrait être pris en tenaille par une augmentation des prix des ventes des véhicules neufs de plus de 15%. Ce qui devrait avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires des acteurs qui relèvent le prix de certaines gammes et se focalisent sur les véhicules à forte valeur ajoutée pour compenser le manque à gagner dans un contexte de rareté, d'où l'effet prix positif d'une part. En revanche, et dans l'optique de conservation des parts de marché, les opérateurs pourraient appliquer des baisses des prix de vente de certaines gammes disponibles, ce qui aurait un impact négatif direct sur les marges. Et selon les professionnels du secteur, les perspectives de croissance du marché automobile seraient donc, selon les plus optimistes, de l'ordre de 2%, contre un repli de 5% pour les plus pessimistes. Selon toute vraisemblance, les ventes des véhicules mainstream, ceux les plus vendus, devraient baisser de 15% en moyenne. Les ventes des véhicules en entrée de gamme devraient enregistrer pour leur part une augmentation de près de 10%. En moyenne, tandis que les ventes des véhicules premium et luxe devraient être peu impactées. L'effet salant, dont le retour serait prévu après le mois de Ramadan, pourrait atténuer la tendance négative si des promotions, bien évidemment, intéressantes sur les prix et sur les financements sont mises en œuvre. Donc, pour conclure, nous pensons que la contraction de la demande locale devrait encore persister en 2023 dans un contexte inflationniste en défaveur du marché automobile impacté par les différents facteurs exogènes exposés sur notre slide, dans une conjoncture économique nationale défavorable impactant directement les habitudes de consommation des ménages et les décisions stratégiques des opérateurs du secteur. Donc, on passe à la slide suivante qui reprend ce qui a été précédemment développé en termes d'évolution du taux d'ébiteur des crédits à la consommation, en termes des ventes des véhicules neufs, en termes d'évolution du prix moyen des véhicules neufs et de la moyenne des opérations de mutation des véhicules d'occasion. Donc, voilà, ce sera tout pour le secteur automobile. Donc, je parole à Adrien.
Bonjour, donc afin de conclure, on a fait un petit exercice, on a essayé d'évoluer, on a vu l'évolution des PER sectorielles, on l'a comparé à celle justement des PE justement marché. Donc dans la majorité du cas, on a constaté justement qu'il y avait en général un spread en faveur des secteurs. Et donc surtout en particulier sur les années 2022-2023 en raison de la forte baisse des cours, en particulier des secteurs banque immobilier et distribution automobile. Donc quelque part, ce spread, l'exercice qu'on a fait, c'est justement pour montrer que ce spread positif est en faveur d'une reprise justement du cours des secteurs lorsque justement cette crise sera passée, c'est-à-dire dans quelques mois. Donc c'est un signal qui pourrait être positif en se disant que peut-être effectivement ces secteurs risquent de connaître une période assez un peu compliquée, surtout pour tout ce qui est immobilier, distribution automobile, mais qui reste quand même des opportunités à percevoir dans ce marché. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Je repasse la parole à Hicham pour la session questions-réponses. Merci à Dunia et à toute l'équipe pour cette présentation de laquelle nous pouvons déduire que l'impact de la hausse des taux d'intérêt ne sera pas ressenti de la même manière par tous les secteurs, mais que certains, comme notamment les banques, pourraient mieux en encaisser les conséquences, alors que d'autres, comme par exemple la promotion immobilière, aujourd'hui encore sans clarification sur les mécanismes de soutien que les pouvoirs publics avaient promis pour 2023, pourraient être mis à mal. Je m'arrête là pour vous donner la parole et vous laisser poser toutes vos questions à nos intervenants qui sont à votre entière disposition. Pour ce, je vous invite à utiliser le chat. Merci. Je vois que les questions commencent à arriver. Alors, la première question, elle concerne l'EMIA. Elle est sur le marché, pardon, elle concerne 8M, elle est pour le marché, elle est pour 8M, elle concerne le marché immobilier. Alors, pensez-vous que le marché immobilier sera relancé courant 2023 si l'État dévoile les modalités de mise en œuvre des incitations pour les logements économiques et de moyen standing? Merci, William. Oui, Hicham. Alors, déjà, je vous remercie pour cette question pertinente. Oui, donc nous pensons que tout dépendra en fait de l'ampleur des subventions qui sont prévues et à qui elles seront bien sûr allouées. Maintenant, il faut noter que certainement la mise en œuvre de ces produits en fait subventionnés installera un climat ou des signaux positifs pour les acteurs du secteur à moyen et à long terme. Ils permettront certainement de mettre fin à l'attentisme qu'on vit actuellement, l'attentisme des ménages ou des futurs acquéreurs qu'on constate, qui se retrouvent dans une position de wait and see quant au soutien attendu de l'État, quant au soutien qui est prévu. Et ça permettra aussi certainement de relancer la demande de la dynamique économique du côté promoteur et du côté donc opérateur immobilier. À plus grande échelle, toujours en répondant et en clarifiant plus cette question, je dirais que, étant donné que le secteur immobilier, en fait, il est corrélé à différents facteurs, alors là, des facteurs économiques, politiques, sociaux, une bonne campagne agricole, certainement, pourrait créer une dynamique économique assez positive et donc influer favorablement l'activité immobilière via ce qu'on appelle un effet de transmission. Donc, juste à titre d'exemple, de bonnes récoltes agricoles permettront aux citoyens en milieu rural de consommer davantage en milieu urbain et donc généreront pour les citadins des revenus supplémentaires, ce qui leur permettra de penser, ce qui n'est pas le cas actuellement, de penser à d'éventuels investissements en immobilier. Et finalement, toujours dans le cadre de votre question, le haut standing, pour précision, ne sera pas impacté par ces modalités, puisque l'offre et la demande, en fait, pour cette catégorie de clientèle, n'a pas tellement été affectée par les problématiques auxquelles a été confronté donc, le secteur immobilier. Voilà, Hicham, ce sera tout par rapport à cette question-là.
Merci, Wim. Alors, nous avons, d'après ce que je vois, deux questions qui se rejoignent. Elles sont pour Khadija. Alors, Khadija, la première, enfin, elle concerne le secteur du crédit à la consommation, qui n'a pas été développé, dont les impacts n'ont pas été développés euh, au cours de ce webinaire. Alors, la première question dit, je souhaite savoir si vous avez évalué l'impact de la baisse des ventes automobiles sur le secteur de crédit à la consommation. Et la deuxième, dans le même sillage, elle souhaiterait, enfin la question posée souhaiterait avoir des réponses sur comment le secteur du crédit à la consommation sera impacté par la hausse des taux. Merci Khadija. Merci Hichem. Alors déjà, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au secteur bancaire, le secteur du crédit à la conso se refinance exclusivement via les marchés financiers et les dettes interbancaires, donc naturellement. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont deux volets qui devraient être automatiquement touchés par la hausse du taux directeur, donc surtout les titres de créances émis, parce que justement, leur rémunération est indexée sur les bons du Trésor. Donc ça, c'est pour la partie refinancement. Sinon, pour la partie rendement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les crédits à la conso sont déjà octroyés à des taux qui sont très élevés, ce qui limite justement la marge de manœuvre des sociétés dans le processus de répercussion de la hausse du taux directeur sur les taux d'intérêt. Et effectivement, c'est une situation qui pourrait conduire à une décélération ou même à une baisse de la marge d'intérêt du secteur, notamment sur le court terme. Par rapport aux ventes automobiles, donc effectivement, s'il y a une baisse des ventes automobiles, on devrait constater aussi une baisse des crédits automobiles qui sont octroyés. Et d'ailleurs, les crédits automobiles constituent une grosse part des crédits du secteur de crédit à la consommation. Donc effectivement, ça devrait avoir un impact important sur le secteur. Donc voilà. Merci Khadija. Alors, ta réponse sur le secteur automobile est une excellente transition pour la question qui suit. Donc, elle est pour Lamia. Pour quelles raisons prévoyez-vous une baisse de 15% des ventes des véhicules mainstream en moyenne? Merci Hicham. Je pense que pour répondre à cette question, on va se concentrer sur les cadres supérieurs qui pouvaient se permettre d'acheter des voitures premium ou premium plus et qui font partie des véhicules mainstream, justement. Or, la hausse du coût d'endettement conjuguée à l'augmentation des prix des ventes des véhicules impliquerait automatiquement une hausse de la traite de ces particuliers qui ne seraient plus éligibles au crédit automobile pour cette catégorie de véhicules, justement, les véhicules mainstream. Donc, d'où la baisse prévue des ventes sur ces gammes contre une hausse prévue de 10% pour les voitures en entrée de gamme. Et comme mentionné précédemment, plusieurs ménages ne souhaitant pas changer de gamme de leur véhicule devraient choisir entre soit prolonger la durée de vie de leur voiture ou s'orienter vers le marché de l'occasion qui reste plus accessible dans la conjoncture actuelle. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Parfaitement. Merci Lamia. Alors, oui, une autre question. Je pense que je vais revenir à WM, effectivement. Alors, quels sont les opérateurs immobiliers cotés qui seront le moins impactés et pourquoi? Très bien, merci Hichem. Donc, déjà, vous avez bien fait de poser cette question. Certains opérateurs cotés renforcent en fait le développement de leur activité immobilière en Afrique, ce qu'on vit, et c'est ce qui leur permettra, en fait, comme vous le dites, de tirer leur épingle du jeu, si je peux me permettre de dire ça, et d'être alors moins impactés que d'autres. Tout d'abord, prenons par exemple le cas du groupe Ad-Doha, qui est présent à date dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, totalisant à peu près donc 17 projets en développement en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, à Ghana et au Togo, et qui continue son trend aussi par la livraison, comme ça a été annoncé par le management, de nouvelles tranches et par l'acquisition de nouveaux terrains. Donc, plus précisément aussi par rapport à ce point donc, relatif au groupe Doha, au T3 2022, le groupe a acquis de nouveaux terrains à Abidjan et à Dakar
pour un programme respectivement de 1000 logements sociaux et à peu près 600 à 700 logements de moyen standing. Donc oui, effectivement, cette dynamique commerciale, on la ressent en Afrique de l'Ouest et ça remonte à l'année 2019 même pour le cas de l'opérateur Doha. Donc pour chiffrer en fait pour vous, en 2019, les filiales du groupe en Afrique de l'Ouest contribuaient à hauteur de 12% au chiffre d'affaires. En 2020, ils contribuaient à hauteur de 20, allez, disons 25% au chiffre d'affaires et en 2021, ils contribuaient à hauteur de 30, à peu près de 30% au chiffre d'affaires. Ça, c'est pour répondre à votre question et c'est pour le cas du groupe Doha. C'est aussi le cas du groupe Alliance Développement Immobilier qui poursuit sa dynamique en Afrique et qui finalise, comme ça a été communiqué par le management au T3 de l'année dernière, ses livraisons au Cameroun. Et ça a été aussi dit par le groupe et annoncé qu'il restera conforme à ses prévisions donc, de développement en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce sera tout par rapport à la question Hicham. Merci, Wiham. Alors, les questions prennent la file, effectivement. Alors, l'autre question, elle est pour l'EMIA. Donc, on revient à la distribution automobile. Quel serait l'impact de la hausse des taux sur les opérateurs cotés de la distribution automobile? Un petit peu comme pour la question sur les opérateurs de la promotion immobilière. Oui. Merci, Léna. Merci à toi, Hicham. Donc, pour répondre à la question, tout d'abord, on peut dire que sur les deux distributeurs automobiles cotés à la bourse de Casablanca, Auto-Njma, elle serait moins impactée dans la mesure où les voitures de la marque Mercedes-Benz qu'elle commercialise font partie de la catégorie premium et de la catégorie luxe également, et que la clientèle ciblée par la marque maintient un pouvoir d'achat qui reste relativement élevé malgré le contexte actuel. En revanche, Autohall serait plus impacté sur les différentes marques qu'elle représente, notamment Ford, Opel, Nissan. Et donc, on peut dire que malgré cela, elle peut, malgré le fait qu'elle soit plus impactée qu'Auto-Njma, elle peut compter sur la diversification de son portefeuille si elle réussit la commercialisation de Maserati et les ventes des tracteurs agricoles qui dépendent bien évidemment de la compagne agricole. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Hicham. Je l'espère aussi. Alors, une autre question, je pense qu'elle est pour Dounia. Est-ce que le marché boursier sera relancé même si BAM continue à augmenter le taux directeur à cause de l'inflation? Alors, comme on l'a dit, en fait, la hausse, en tout cas de 25 points de base, si elle a lieu au mois de mars, elle a déjà été pricée au niveau justement du marché boursier et du marché action. Donc, on considère que normalement, le marché boursier devrait reprendre une tendance haussière, toutes choses étant égales par ailleurs, bien évidemment, plutôt au niveau du S2 2023. Mais en tout cas, une hausse en tout cas de 25 points de base, ce qu'attendent de façon générale les observateurs et les investisseurs au niveau du mois de mars a d'ores et déjà été pricé au niveau du marché. Merci, Dunia. Alors, nous avons aussi une autre question. Je pense qu'elle est pour Khadija. Quel devrait être l'impact de la hausse du taux directeur par banque? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai expliqué lors de la présentation, l'impact devrait dépendre de la structure des dépôts et des crédits de chaque banque. Donc, par exemple, un établissement qui dispose d'une part relativement élevée de dépôts non rémunérés et d'une moindre exposition au marché financier devrait avoir plus de facilité à gérer la situation actuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte l'ensemble des éléments qui ont été présentés aujourd'hui dans le cadre de nos prévisions par banque et on va vous les communiquer après la publication des résultats annuels 2022 comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, rendez-vous pris, Inch'Allah, post-publication des réalisations 2022 des sociétés cotées pour un petit peu revenir sur les implications banque par banque. Alors, nous avons aussi une autre question, elle est pour Dounia. Alors, dans cet environnement inflationniste
où l'impact est différent d'un secteur à un autre, quels sont vos paris par valeur ou par secteur les plus forts pour l'année 2023? Alors justement, on a déjà abordé cette problématique lors de notre dernier webinaire, en prenant en considération l'ensemble des facteurs et des problématiques qui devraient impacter l'année 2023. Donc, je vous invite à aller le voir, mais globalement, c'est vraiment d'aller sur des valeurs qu'on a considérées comme étant robustes et qu'on avait classifiées à ce moment-là de robustes, de sustainable. C'est des valeurs qui sont d'un côté plus dirigées vers les biens de première nécessité. C'est des valeurs qui sont leaders de leur marché, qui sont stables, qui ont des ROE qui sont solides, qui ont un bon pricing power et dans certains cas également des valeurs qui peuvent afficher un haut rendement. Donc, l'ensemble de cette stratégie a déjà été traité. Donc, je vous invite à aller voir le webinaire qu'on a tenu précédemment, mais également l'annuel qui détaille en particulier l'ensemble des stratégies et des secteurs et des valeurs sur lesquelles on parie pour cette année 2023. Merci Dunia. Je pense, mesdames et messieurs, que ce sera le mot de la fin. Il m'est désagréable de vous annoncer que le temps consacré à ce webinaire est épuisé. Nous vous remercions une nouvelle fois de votre attention et vous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre. Notre équipe reste bien sûr à votre disposition pour répondre à toute doléance et requête de votre part. Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire et à visiter nos sites internet bmcecapital.com, bmcecapitalbourse.com et bmcecapitalglobalresearch.com, sur lesquels vous pouvez retrouver aussi bien la vidéo de ce webinaire en replay que le flash qui traite de cette problématique. Merci et bonne journée.